Au Moyen Âge, l'Inquisition ne naît pas d'un excès soudain de cruauté, mais d'une peur profonde. La peur de perdre le contrôle des âmes. À partir du XIIIe siècle, l'Église catholique met en place une institution judiciaire destinée à traquer l'hérésie. Officiellement, c'est pour défendre la foi et sauver les âmes. En réalité, cette machine va broyer des corps. Et parmi les victimes, les femmes occupent une place centrale. Dans la pensée chrétienne médiévale, le corps féminin est perçu comme instable, fragile et dangereux. Les écrits théologiques influencés par Augustin et Thomas d'Aquin décrivent la femme comme plus charnelle, plus influençable et plus proche du péché. Cette vision ne reste pas théorique. Elle devient une justification morale à la domination et à la violence exercées sur les femmes accusées. Les archives de l'Inquisition montrent une obsession constante pour le corps féminin, non pas seulement comme un corps soupçonné, mais comme une preuve vivante de l'influence du diable. Une femme qui vit seule une guérisseuse, une veuve ou une femme trop indépendante suffit à éveiller la méfiance. Une rumeur devient une accusation. Une accusation devient un dossier, et le dossier conduit presque toujours à une condamnation. Dès l'arrestation, le corps de la femme cesse de lui appartenir. Elle est enfermée, isolée, privée de défense et de soutien. Les registres inquisitoriaux parlent de la recherche des marques du diable. En pratique, cela signifie une inspection totale du corps. Les femmes sont dénudées, rasées intégralement, cheveux, aisselles et parties intimes. Cette procédure est décrite sans ambiguïté dans le Malleus Maleficarum publié en 1487 par Heinrich Kramer et Jakob Sprenger, manuel de référence utilisé par les tribunaux inquisitoriaux. La fouille corporelle est présentée comme une nécessité judiciaire, mais elle constitue une humiliation profonde. Elle est le plus souvent effectuée par des hommes membres de l'Église ou assistants laïcs. Chaque tache, cicatrice ou grain de beauté est interprété comme un signe satanique. Lorsqu'une zone du corps semble moins sensible à la douleur, elle devient immédiatement suspecte. Pour vérifier, on pique, on brûle, on incise. La douleur sert de preuve. La souffrance devient un outil de validation judiciaire. Ces pratiques ne sont pas exceptionnelles. Elles sont systématiques. Les registres de Toulouse, Carcassonne, Tolède, Séville, Bamberg et Nuremberg en témoignent. Le corps féminin est traité comme un territoire d'enquête sans pudeur, sans respect, sans protection. La notion de consentement n'existe pas. La dignité humaine disparaît. Le corps appartient désormais au tribunal. Vient ensuite la phase centrale du système l'aveu. L'Inquisition repose sur une logique simple sans aveu. Il n'y a pas de vérité. Et si l'accusé nie la torture, devient légitime. Officiellement, la torture ne doit ni mutiler, ni provoquer la mort. Mais dans les faits, ces limites sont régulièrement franchies. Les historiens ont recensé de nombreux cas où des femmes meurent pendant les interrogatoires ou restent marquées physiquement et psychologiquement à vie. Certaines tortures ciblent directement les zones sexuelles, car la sexualité féminine est perçue comme la porte d'entrée du diable. Les archives allemandes et écossaises mentionnent des dispositifs insérés dans le corps afin de provoquer douleur, humiliation et soumission. Les textes parlent d'ouverture forcée destinée à expulser le mensonge. Le vocabulaire est froid administratif, presque médical. Mais la réalité est d'une brutalité extrême. La honte est une arme essentielle. Les femmes sont exposées parfois devant des assemblées, parfois devant leurs proches. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir un aveu, mais de briser totalement l'identité. Une femme humiliée publiquement est plus facile à contrôler, plus facile à condamner, plus facile à détruire. Ce qui frappe les historiens modernes, c'est la répétition des témoignages. D'une région à l'autre, d'un siècle à l'autre, les mêmes pratiques apparaissent avec la même logique. Ce n'est pas une dérive locale, c'est un système organisé, structuré et légitimé par la religion et la justice. Dans les registres de l'Inquisition espagnole, on trouve des femmes accusées non pour des actes, mais pour des pensées, des rêves ou des soupçons de désir. La sexualité féminine est criminalisée, même lorsqu'elle n'existe que dans l'imaginaire des juges. À ce stade, l'Inquisition ne cherche plus la vérité, elle fabrique des coupables. Cette première partie révèle une réalité fondamentale. Les tortures sexuelles de l'Inquisition ne sont pas des excès isolés. Elles sont le résultat logique d'une idéologie où le corps féminin est considéré comme impur, dangereux et menaçant pour l'ordre spirituel. Dans la partie suivante, nous verrons comment ces pratiques se sont aggravées, comment certaines tortures ont été conçues spécifiquement pour humilier sexuellement et comment la peur est devenue un outil central de contrôle. À partir du XIVe siècle, la violence inquisitoriale change de nature. Elle ne se contente plus d'inspecter, de contraindre ou d'imposer la peur. Elle se structure, elle se codifie. Elle devient une méthode reconnue et acceptée par les autorités religieuses et judiciaires. La torture sexuelle ne relève plus d'une dérive isolée.
Elle entre dans un cadre procédural légitimé. Les manuels inquisitoriaux décrivent avec précision les étapes à suivre. Lorsqu'un accusé refuse d'avouer, la torture doit être progressive, calculée et répétée. Les juges parlent de pression modérée, puis de pression accrue. Dans la réalité, cela signifie une escalade de la souffrance ciblant le corps et les zones les plus intimes. La sexualité féminine est perçue comme le principal lien entre la femme et le diable. Cette idée traverse tous les écrits inquisitoriaux. Le désir est vu comme une porte, le plaisir comme une preuve. La douleur devient alors un moyen de purification par la souffrance. Les juges estiment que faire souffrir le corps permet de libérer l'âme de l'influence démoniaque. Dans plusieurs procès allemands et italiens, les archives mentionnent des instruments spécifiquement utilisés sur les parties intimes. Les textes évitent souvent les détails, mais les historiens ont pu reconstituer les pratiques à partir des témoignages et des séquelles décrites. Des objets sont appliqués serrés, chauffés ou insérés afin de provoquer douleur, humiliation et soumission complète. Le corps féminin devient un espace de domination totale. Ces actes sont toujours accompagnés d'un discours religieux. La souffrance est présentée comme nécessaire, la honte comme salutaire, l'humiliation comme une étape vers la vérité. Les juges parlent de purification. Les bourreaux parlent d'exécution de la loi. Les victimes parlent rarement car peu survivent psychologiquement à ces épreuves. Les femmes accusées sont souvent déjà fragilisées par leur statut social, veuves pauvres étrangères ou guérisseuses. Elles n'ont aucun soutien, aucune protection, aucun droit réel à la défense. Lorsqu'elle est confrontée à la torture, une femme comprend rapidement que nier ne mène qu'à plus de douleur. L'aveu devient une stratégie de survie. Mais ces aveux sont construits. Les juges suggèrent les réponses. Ils orientent les récits. Ils posent des questions précises sur des relations sexuelles imaginaires avec le diable, sur des sabbats nocturnes, sur des actes de débauche. Les femmes finissent par répéter ce que l'on attend d'elles. La torture fabrique la vérité qu'elle prétend révéler. Dans les registres de Bamberg et de Würzburg au XVIe siècle, des dizaines de femmes décrivent les mêmes scènes avec les mêmes mots. Les historiens modernes savent que ces récits ne peuvent être spontanés. Ils sont le résultat d'un conditionnement sous la douleur. La sexualité devient le langage imposé de l'accusation. La répétition de ces pratiques crée un climat de terreur généralisé. Les femmes modifient leur comportement. Elles évitent de se montrer seules. Elles renoncent à certains savoirs médicaux. Elles se taisent. Cette peur diffuse est un outil de contrôle social. L'Inquisition ne vise pas seulement les accusés, elle vise toutes les femmes. Dans certaines régions, la torture est répétée sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Les juges parlent de suspension temporaire de la torture, mais en réalité, la menace est permanente. Le corps reste marqué, la douleur reste présente, la peur ne disparaît jamais. Les archives espagnoles montrent que même après l'aveu, la torture peut continuer si le récit est jugé incomplet ou incohérent. La souffrance ne garantit pas la fin du supplice, elle ne garantit que la soumission totale. Les femmes deviennent prisonnières d'un système sans issue. Ce qui rend ces pratiques particulièrement terrifiantes, c'est leur banalisation. Les juges parlent de ces actes comme d'une formalité. Les registres sont froids, administratifs, précis. Aucun mot ne décrit la souffrance réelle, aucun mot ne mentionne le traumatisme. La violence est rendue invisible par le langage juridique. À ce stade, la torture sexuelle n'est plus un moyen. Elle devient un message adressé à la société entière. Toute femme peut être accusée, toute femme peut être humiliée, toute femme peut être brisée. Le corps féminin devient un territoire contrôlé par la peur et la foi. Cette deuxième partie montre comment l'institution inquisitoriale transforme la torture sexuelle en procédure normale, acceptée et répétée. Elle révèle un système où la violence n'est pas une exception mais une règle. À mesure que l'Inquisition se renforce, la torture ne se limite plus aux salles fermées des tribunaux. Elle sort à la lumière, elle devient visible, elle devient un spectacle. La violence sexuelle et symbolique infligée aux femmes sert désormais à terroriser les populations et à rappeler le pouvoir absolu de la justice religieuse. Dans de nombreuses villes d'Europe, les femmes accusées sont exhibées, avant même leur condamnation. Elles sont conduites dans les rues parfois nues, parfois partiellement dévêtues. Le corps humilié devient un avertissement silencieux. Les archives mentionnent des processions de femmes rasées, marquées, affaiblies sous le regard de la foule. Le regard collectif participe à la punition. La nudité forcée n'est pas accidentelle. Elle est pensée comme un outil de domination. Le corps féminin exposé publiquement est réduit à sa chair. Les juges considèrent que la honte brise plus sûrement que la douleur. Une femme humiliée devant sa communauté perd toute crédibilité. Toute voix,
toute possibilité de défense. Dans certains cas, les femmes sont attachées sur des estrades pendant que les accusations sont lues à voix haute. Les récits évoquent des descriptions détaillées d'actes sexuels imaginaires avec le diable. Ces lectures publiques transforment la sexualité en arme de destruction morale. La femme ne peut plus jamais être perçue autrement que comme impure. Les archives italiennes et espagnoles montrent que ces humiliations précèdent souvent les exécutions. Mais même lorsque la mort ne survient pas immédiatement, la vie sociale de la femme est détruite. Elle est rejetée par sa famille, isolée par ses voisins, réduite à une existence de paria. La punition dépasse largement le corps. Elle touche l'identité entière. Certaines femmes sont contraintes de répéter publiquement leurs aveux. Sous la menace d'une reprise de la torture, elles décrivent à nouveau des scènes de débauche imaginées par les juges. Cette répétition ancre la culpabilité dans les esprits. La communauté finit par croire à la réalité de ces récits. La violence devient vérité collective. Les historiens ont relevé que ces pratiques touchent particulièrement les femmes issues des classes populaires. Elles n'ont ni protection ni ressources pour se défendre. Leur corps devient un support pédagogique destiné à maintenir l'ordre social. L'Inquisition utilise la sexualité comme un langage universel de peur. Dans certaines régions, les marques corporelles sont laissées visibles volontairement. Brûlures, cicatrices, mutilations partielles. Elles servent de stigmate permanent. Une femme marquée porte sa condamnation sur son corps même après sa libération. Elle devient un symbole vivant de la puissance inquisitoriale. La peur se diffuse rapidement. Les femmes adaptent leur comportement. Elles évitent les contacts, elles renoncent aux savoirs médicaux traditionnels. Elles cessent d'aider les autres par crainte d'être accusées. Cette autocensure est l'une des plus grandes victoires de l'institution. La violence produit le silence. Les enfants sont témoins de ces scènes. Les chroniqueurs décrivent des places publiques remplies de familles venues assister aux punitions. La transmission de la peur commence dès l'enfance. La sexualité féminine est associée au danger, à la honte et à la mort. Cette mémoire collective traverse les générations. Ce qui rend ces humiliations particulièrement cruelles, c'est leur justification religieuse. Les juges affirment agir pour le salut des âmes. La foule est encouragée à voir ces scènes comme nécessaires. La compassion est remplacée par la peur et la soumission. La violence devient morale. Dans certains procès, les femmes implorent la mort plutôt que la poursuite des humiliations. La souffrance psychologique dépasse la douleur physique. Être vue, être exposée, être réduite à un corps impur devient insupportable. La destruction de l'identité est totale. Les historiens modernes soulignent que ces pratiques ne sont pas marginales. Elles sont décrites dans de nombreux registres à travers l'Europe. L'Inquisition utilise la sexualité et la honte comme des instruments de gouvernement. Le corps féminin devient un espace de contrôle politique et religieux. Cette troisième partie montre que la torture sexuelle ne vise pas seulement à punir une accusée, elle vise à discipliner toute une société. Par la peur, par la honte et par la destruction symbolique des femmes. À la fin du Moyen-Âge, certaines voix commencent à élever contre les excès de l'Inquisition. Des juristes, des médecins et même certains religieux dénoncent des pratiques contraires à la morale chrétienne qu'ils prétendent défendre. Ces critiques restent marginales, mais elles marquent les premières fissures d'un système bâti sur la peur et la violence. Avec le temps, les procès deviennent moins nombreux. Les méthodes évoluent. Les mentalités changent lentement. Cependant, les corps brisés et les vies détruites ne disparaissent pas avec les institutions. Les séquelles psychologiques, sociales et culturelles de la torture sexuelle inquisitoriale traversent les siècles. Les historiens modernes insistent sur un point essentiel. L'Inquisition ne se contente pas de punir. Elle façonne durablement la manière dont les sociétés occidentales perçoivent le corps féminin. La honte associée à la sexualité, la culpabilité liée au désir et la peur du regard social trouvent une partie de leurs racines dans cette période. Les violences infligées aux femmes ont produit un héritage silencieux. La transmission ne passe pas seulement par les livres ou les archives. Elle se fait par les normes, par les silences, par les interdits implicites. Le corps féminin devient un territoire surveillé même après la disparition des tribunaux inquisitoriaux. Dans de nombreuses cultures européennes, la sexualité féminine reste longtemps associée à la faute, à la tentation et à la nécessité du contrôle. Les récits de sorcellerie continuent de circuler. Les figures de femmes dangereuses persistent dans l'imaginaire collectif. Cette continuité n'est pas un hasard. Elle est le prolongement d'une histoire de domination institutionnelle. Les procès inquisitoriaux ont également contribué à la médicalisation et à la moralisation du corps. Les inspections forcées, les examens intrusifs et les humiliations publiques ont laissé des traces dans les pratiques ultérieures de contrôle des corps féminins.
Les frontières entre justice, religion et science restent longtemps floues. Aujourd'hui, les historiens disposent de milliers de documents permettant de reconstituer ces violences. Les registres, les aveux forcés et les témoignages indirects révèlent un système cohérent et organisé. Ce travail de mémoire est essentiel car il permet de redonner une voix à celles qui ont été réduites au silence. Reconnaître ces crimes historiques ne consiste pas à juger le passé avec les valeurs du présent. Il s'agit de comprendre comment des institutions ont pu légitimer la violence sexuelle au nom de la foi et de l'ordre. Comprendre permet de prévenir la répétition des mêmes mécanismes sous d'autres formes. La torture sexuelle inquisitoriale repose sur des logiques universelles. La peur, la stigmatisation, la déshumanisation et la justification morale. Ces logiques existent encore dans de nombreux contextes contemporains. Lorsque le corps devient un outil politique, la violence trouve toujours un prétexte. Les femmes accusées par l'Inquisition n'étaient pas des figures exceptionnelles. Elles représentaient la diversité des vies ordinaires. Leur sort rappelle que n'importe qui peut devenir une cible lorsque le pouvoir se croit légitime et incontestable. La mémoire de ces violences sert d'avertissement. En revisitant ces histoires, il devient possible de déconstruire les mythes. Le mythe d'une inquisition modérée, le mythe d'une justice religieuse compatissante, le mythe d'une violence marginale. Les archives montrent une réalité bien plus sombre, structurée et systémique. Cette série ne vise pas à choquer gratuitement. Elle vise à éclairer. Comprendre les tortures sexuelles de l'Inquisition, c'est comprendre comment la violence institutionnelle peut se déguiser en vertu, comment la foi peut être instrumentalisée, comment le corps des femmes peut devenir un champ de bataille idéologique. En mettant des mots sur ces pratiques, nous brisons un silence ancien. Nous reconnaissons la souffrance. Nous refusons l'oubli. La mémoire est une forme de justice tardive, mais nécessaire. Les cicatrices laissées par l'Inquisition ne sont pas seulement historiques. Elles résonnent encore dans les débats actuels sur le corps, le consentement, la sexualité et le pouvoir. Ce souvenir permet de mieux défendre la dignité humaine aujourd'hui. Ainsi se referme cette plongée dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire européenne, une histoire longtemps cachée, une vérité interdite, mais une vérité essentielle à connaître.